Non, mais globalement, un produit structuré doit rester relativement simple. C'est une classe d'actifs qui est complexe, mais qui est là pour répondre à un cahier des charges relativement simple. On l'évoquait tout à l'heure, le cas du CAC 40 et de l'Athéna. Si je te dis que si ça perd plus de 40%, tu perds de l'argent, c'est assez simple en vérité. Si ça commence à être trop complexe et il y a beaucoup trop de gimmicks et de... Prudence. Aujourd'hui, je reçois Nour Bendimered, qui est directeur des investissements pour Ivesta Family Office et qui vient nous parler d'un sujet qui peut être à la fois, pour certains, vu comme un méga profit avec zéro risque et d'autres, une grosse arnaque. J'ai parlé des produits structurés et Nour s'occupe de ça spécifiquement pour Ivesta et aussi pour Sapiens, le Family Office nouvelle génération. Et donc c'est pour ça que je suis ravie de l'avoir avec nous aujourd'hui pour qu'il nous présente en détail le mode de fonctionnement de ce produit qui est assez complexe, mais qui, dans sa bouche, sera sûrement beaucoup plus simple d'ici quelques minutes. Merci beaucoup d'être avec nous, Nour. Est-ce que ça va aujourd'hui ? Très bien, et toi, Aurore ? Ouais, ça va, merci. Merci pour l'invitation. Mais je t'en prie. Moi, j'ai déjà entendu parler de produits structurés sous la forme de 10% par an garantie et rien à perdre. Ça a l'air pas mal sur le papier. Je pense en réalité que c'est un peu plus nuancé. Pourquoi est-ce que ça plaît les produits structurés et pourquoi est-ce qu'on entend parfois ces choses-là là-dessus ? Alors c'est vrai qu'on entend souvent ça a l'air d'être une martingale, les produits structurés, ou des gros coupons avec un capital souvent garanti. Alors, on entend souvent dire que c'est soit un très beau produit, soit une arnaque parce que truffé de frais. Je pense que la vérité est un peu entre les deux. C'est ni une arnaque, ni un produit miracle. Mais déjà, avant tout, pour nous, les produits structurés, c'est vraiment une classe d'actifs à part entière. Et dans cette classe d'actifs des produits structurés, on va retrouver une multitude de produits différents, indexés à des sous-jacents aussi très variés. Avant de rentrer dans le détail, on peut avoir des produits structurés à capital garanti, à capital protégé partiellement, des produits qui payent très très bien, des produits qui sont très défensifs avec des coupons très bas, des produits plus ou moins courts. Donc il y a vraiment une multitude de produits structurés avec des risques totalement différents. Donc on ne pourra pas répondre aussi facilement à cette question. L'idée c'est peut-être ici d'apporter un peu de nuance et d'essayer d'un peu expliquer comment fonctionnent les structurés, de donner quelques brilles, quelques clés pour essayer de décrypter ce qu'est un bon ou un mauvais produit structuré. Parce que si je comprends bien, en fait, du coup, le produit structuré, c'est une forme de terme générique. La notion de savoir si c'est garanti ou non, c'est variable. Et la notion de la performance qui est associée, que j'ai les 10% garantis, en fait, ça dépend aussi de ce qu'on met dans ce fameux produit structuré. Sachant que c'est toujours, il me semble, des actions, des obligations, ça peut être autre chose. Qu'est-ce qu'on met dans un produit structuré Ça peut être indexé, donc on va parler de sous-jacent. Le produit structuré, on va voir comment est-ce qu'il est construit. Mais globalement, il va être indexé à un sous-jacent qui peut être un indice action, des actions individuelles, ce qu'on appelait des single stocks, des paniers d'actions, des obligations, mais aussi des matières premières et même récemment des cryptos. On a vu aussi émerger des produits structurés indexés au Bitcoin ou à l'Ethereum, par exemple. D'accord. Et est-ce que le premier que tu citais, des index, ça veut dire que ça va être sur des ETF ? Non, pas nécessairement. Ça va être sur l'indice que l'ETF va répliquer. Mais donc ça va être directement sur l'indice par an. Ok, très clair. D'accord, donc ça peut comprendre beaucoup de choses. Tu peux avoir des mix aussi, des obligations plus actions, ou c'est toujours une seule... Alors là, ça va devenir des produits structurés complexes qui vont mixer plusieurs sous-jacents avec plusieurs hypothèses. Ça va être des produits vraiment très complexes. Ici, on va peut-être s'intéresser déjà aux produits vanille, qui peuvent déjà être suffisamment complexes pour être suffisants pour comprendre le fonctionnement des produits structurés. Mais effectivement, comme je le disais, en fait, un produit structuré, c'est vraiment une classe d'actifs à part entière. Et l'idée du produit structuré, ça va être de dessiner un rendement théorique relativement lisible, conditionnel à la réalisation d'un scénario. Prenons un exemple très simple, et après on va essayer de voir comment est-ce que c'est construit. Je veux réaliser un produit structuré qui soit dépendant de la performance d'un sous-jacent action. Par exemple, pour les acteurs européens ou français, ça va être le CAC 40 ou l'Eurostoxx 50. Donc le CAC 40, c'est l'indice des 40 plus grandes capitalisations françaises. Et je veux que mon produit me fournisse un rendement équivalent entre 5 et 8% sur le risque. Un rendement, disons, prenons un exemple très simple, de 5%, tant que mon CAC 40 a une performance positive ou nulle, et surtout être protégé contre une baisse de cet indice. Donc en fait, je vais essayer de construire un rendement qui va être asymétrique, qui va me permettre de gagner une partie de la hausse quand le sous-jacent progresse, et d'être protégé contre une grande partie de la baisse.
D'accord, donc quand tu dis, par exemple, donc je reprends, donc tu dis un produit structuré qui distribue 5%, enfin qui garantit 5% par an à son détenteur, à condition que le CAC 40 soit en hausse. C'est ça. Le CAC 40, il peut être en hausse de pas de 5%, de plus ou de moins. On va juste te dire, on te garantit de te verser 5% tant que... À condition que. Donc ça sera pas un coupon garanti. Il y a des produits à coupon garanti, mais là si on prend un exemple très simple, en fait si tu veux, si on reprend déjà le fonctionnement des produits structurés et des grandes familles, on va dissocier deux grandes familles de produits structurés. Les produits à coupon et les produits de participation. Donc les produits à coupon, c'est l'exemple qu'on vient d'évoquer, ça va être des produits qui vont, en fonction du comportement d'un indice sous-jacent, ou d'un panier d'actions, etc., mais en fonction du comportement d'un sous-jacent, vont délivrer un coupon. Ce coupon peut être soit conditionnel, soit garanti. Et il peut être soit soit payé in fine, soit détaché tous les ans. Donc il y a plein de gimmicks comme ça qui vont être personnalisables. Donc ça, c'est les parties des coupons, des produits à coupons. Et à côté de ça, on va avoir des produits de participation qui vont nous permettre d'avoir une indexation plus ou moins directe au comportement du sous-jacent, mais qui vont du coup comporter un petit peu plus un peu moins de visibilité sur le rendement. Par exemple, tu peux avoir un coupon, un produit, qui va te garantir 80% de la performance du CAC 40 et une protection en capital en cas de baisse. D'accord. Donc là, tu ne sais pas ce que tu vas gagner, parce que tu prends un risque sur la trajectoire du CAC 40 dans le cas des produits de participation. Dans le cas des produits de coupon, tu as plus de visibilité, parce que tu sais que si l'indice, le sous-jacent, est en hausse ou stable, mais en hausse, quelle que soit la hausse, tu vas prendre un coupon qui est prédéfini à l'avance. Donc il y a quand même une différence entre ces deux grandes familles. D'un côté, tu as un coupon qui est visible, que tu connais à l'avance et dont tu connais les conditions de paiement. Et de l'autre, tu as un produit de participation qui va être indexé à la performance du sous-jacent, où tu auras un petit peu plus de risque, entre guillemets, sur le rendement. D'accord. Et en général, quand tu choisis l'un ou l'autre, d'ailleurs, tu as aussi une notion de durée qui est prise en compte ? Alors, dans tous les cas, tu as une notion de durée qui va rentrer en compte. Les produits de coupon sont quand même aujourd'hui c'est peut-être 80% du gisement qui est fait sur des produits de coupon. Parce que plus facile à lire, beaucoup plus de visibilité pour l'investisseur final, puisque tu sais quel sera ton rendement si les conditions sont remplies. Donc, c'est vraiment la catégorie de produits la plus créée et la plus vendue aujourd'hui. Et donc les durées, ça va être donc, par exemple 5% par an, ça va être pendant X années à chaque fois. Exactement. Et donc on va te dire, je sais pas, en général c'est quoi ? C'est 5 ans, 8 ans, 12 Alors ans, ça dépend. Généralement, c'est vrai que ça va souvent être entre 5, 8 et 10 ans. Mais dans la grande majorité des cas, donc je parlais des produits de coupons, qui représentent 80% du gisement. Dans ces produits de coupons, le best-seller, c'est ce qu'on appelle l'Athena. L'Athena, qui est un produit qu'on va appeler autocall, qui a la possibilité d'être remboursé par anticipation si le scénario se réalise. Donc on va rentrer dans le détail, mais globalement, c'est un produit qui théoriquement peut avoir une durée de 5 à 8 ans, mais qui dans la pratique peut durer beaucoup moins longtemps si tu es rappelé par anticipation en fonction des différents scénarios. Donc prenons un exemple très simple pour rentrer directement dans le vif de la construction d'un Athena. Un Athena va être composé de deux grandes briques, une partie obligataire et une partie optionnelle. La partie optionnelle, ce sera des options, des puts et des calls, donc des produits dérivés qui seront indexés au sous-jacent. C'est cette partie optionnelle qui va te permettre de trouver des caractéristiques spécifiques et donc d'avoir un remboursement conditionnel à la performance de X de ton sous-jacent. Prenons un exemple simple. Je veux avoir une performance indexée au CAC 40, comme on reprend notre exemple facile du CAC 40. Et je veux avoir, dans un cas haussier, un remboursement par anticipation de mon produit si le CAC 40 à date d'anniversaire, donc ce qu'on appelle la date d'anniversaire, c'est l'année qui suit l'émission de mon produit. Donc ça, c'est la première date de constatation. Et ensuite, on peut avoir des constatations qui sont plus ou moins fréquentes, trimestriellement, semestriellement ou annuellement. Et je veux qu'à chaque date d'anniversaire, je constate l'évolution de mon sous-jacent. Si mon sous-jacent est en hausse, même une hausse très faible, mais en très légère hausse, enfin, il est positif ou nul depuis la date de création, mon produit sera rappelé par anticipation et je touche mon coupon. D'accord.
Donc ça, c'est le scénario hyper favorable où à l'année 1, le CAC 40 a progressé de quelques centimes ou alors de 15, 20, 30%, quelle que soit la hausse. Mon produit est rappelé par anticipation et je touche mon coupon. D'accord, donc je touche mes 5% enfin, qu'on avait indiqué en début, sachant que s'il n'avait pas été rappelé, j'aurais quand même touché mon coupon ou pas? Non, dans le cas d'un Athéna classique, non. Le coupon sera ce qu'on appelle mis en mémoire. Donc il est enregistré, gardé quelque part. Et à la prochaine date de constatation, si tu es au-dessus, donc l'année 2 par exemple, tu es au-dessus de la barrière de constatation, donc le CAC 40 est en progression par rapport au niveau de lancement. Là, le produit est rappelé en année 2 par anticipation et tu récupères les 2 coupons, donc 2 fois 5%. Si l'année 1 ou l'année 2, le produit est en dessous le sous-jacent est en dessous de son prix initial, donc une performance négative, le produit est simplement, tu rejoues, et donc on se donne rendez-vous à la prochaine date d'anniversaire pour une nouvelle constatation. Et ainsi de suite jusqu'à la maturité. Et là, t'as pas ton coupon, si t'étais en négatif. Si t'es dans le négatif, simplement, si t'es en cours de vie, le coupon va de nouveau être mis en mémoire, et on va se donner rendez-vous à la prochaine date d'anniversaire pour de nouveau faire une constatation. Ce qui va se passer maintenant, c'est le cas de la maturité. À maturité, donc tu évoquais tout à l'heure une maturité de 5, 8, 10 ans, peu importe. À maturité, on va identifier 3 scénarios globalement. Le premier scénario, la performance est positive ou nulle. Tu vas récupérer, à maturité, ton capital plus tous les coupons qui ont été mis en mémoire. Donc un produit de 10 ans avec un coupon de 5, tu récupères ton investissement initial de 100, plus les 50 de coupons qui ont été mis en mémoire durant toute la période d'investissement. Sachant que tu capitalises pas sur les coupons précédents. D'accord. Non, c'est ça, ils sont pas capitalisés. Il n'y a pas d'intérêt composé. Non, il n'y a pas d'intérêt composé. Deuxième scénario médian. Je rappelle que dans un produit Athéna, tu as une barrière de protection en capital. Mmh. Cette barrière de protection en capital est permise par la partie optionnelle qu'on a décrite tout à l'heure. Prenons un cas où on a une barrière de protection en capital de moins 30, donc c'est-à-dire que je suis protégé à maturité jusqu'à une baisse de moins 30% de mon sous-jacent. Donc prenons un exemple médian. À maturité, le CAC 40 a fait par rapport à ma date de constatation initiale, à mon point initial, moins 25%. Je suis dans la fourchette des moins 30, donc je récupère l'intégralité de mon capital, sans les coupons, parce que je suis en dessous de la barrière des 100%, je suis entre 100 et 70, et moins 30, mais quand même, ce produit m'a permis d'être protégé, puisque alors que le CAC 40 fait moins 25, moi je reste à zéro en fait. Ma performance est de zéro, j'ai pas perdu d'argent, j'en ai pas gagné non plus, mais j'ai quand même bénéficié de la protection en capital à maturité. Cas défavorable, l'indice connaît une baisse plus forte que ma protection en capital, et là je vais prendre l'intégralité de la baisse de l'indice. Donc tu es à moins 35%, dans le cas de ta barrière à 30, tu prends la baisse de moins 35%. Mais ton produit n'est pas rappelé pour autant. Non, à maturité si, à maturité on constate. Oui, oui, donc c'est plutôt, en fait, si ça arrive pendant la durée de vie, ça n'a pas d'impact. Tu peux avoir potentiellement ton coupon quand même chaque année. Ça va dépendre des gimmicks. Selon c'est ça, selon les paramétrages du départ. Exactement. Certains scénarios peuvent dire, même si t'es à moins 35, t'accumules tes coupons. D'autres peuvent dire, dès que t'es en négatif, ton coupon de cette année-là saute, c'est ça? C'est ça. Ok. Par contre, on va rentrer après dans toutes les gimmicks parce qu'effectivement sur les coupons, tu peux avoir énormément de fine-tuning, de personnalisation. Oui, bien sûr. Tu peux avoir des coupons qui sont absolument garantis, quel que soit le scénario. Tu peux avoir des coupons qui sont pas garantis mais qui sont détachés tous les ans. Tu peux avoir des coupons qui sont rappelés jusqu'à une baisse de moins 10, moins 20, moins 30. Il y a plusieurs. C'est vraiment des produits qui sont ultra personnalisables, les produits structurés. Donc si on prend l'exemple très simple de l'Athéna Autocall, il n'y a pas de barrière sur le coupon. Donc le coupon est soit payé si tu es au-dessus du niveau initial, soit mis en mémoire si tu es en dessous. D'accord. Ok. Petite question, on l'a pas dit au début, mais on parle du niveau de personnalisation des produits structurés. Est-ce que, qui est-ce qui les construit ces produits structurés? Est-ce que finalement chacun peut décider des paramètres qu'il veut mettre? Est-ce que c'est possible de faire des produits structurés sur mesure individuelle? Est-ce que bien sûr. Voilà, qui les construit et comment on choisit ça? Alors tu as 2 angles d'attaque. Soit les banques vont créer des produits qui répondent aux besoins identifiés de leurs clients, créer des produits de campagne et les distribuer à leur réseau ou à leur réseau de distributeurs. Ça, c'est un premier fonctionnement. Soit c'est directement nous,
les investisseurs finaux qui décidons, parce qu'on a une stratégie, on a identifié un segment sur lequel on veut se positionner, et on va essayer de construire un produit qui répond à notre cahier des charges ou à notre scénario d'investissement. Et donc là, on va essayer de définir des paramètres et demander à une banque émettrice de construire le produit pour nous selon les critères qu'on a définis. D'accord, oui. Ok, donc toi tu peux, mais parce que tu es family office, ou il y a des particuliers aussi qui peuvent le faire individuellement. Alors ça va dépendre de ton réseau bancaire ou de ton distributeur ou de ton conseiller en investissement plus globalement. Certains acceptent de le faire à partir de quelques dizaines de milliers d'euros, mais c'est souvent assez coûteux et donc c'est plutôt une offre premium. Mais tu as effectivement des plateformes ou même chez Sapiens ou Ivesta où on peut, selon les besoins du client, aller créer un produit sur mesure à partir de quelques centaines de milliers d'euros. Ok, hyper flexible. Oui, donc c'est vraiment une enveloppe, c'est peut-être pas le bon terme, mais c'est une classe d'actifs sur laquelle tu peux faire énormément de choses. Tu joues avec tous tes petits curseurs, en fait, et puis tu trouves ton équilibre qui va correspondre à la fois à ce qui protège le mieux et ce qui permet le plus de rentabilité, en fait. Exactement. Et tu parlais du produit Athéna. Je sais pas s'il y a d'autres... il y a d'autres... produits connus. Alors oui, après, ça sera des variantes. On parle souvent des reverse convertibles ou des Phoenix, mais qui vont différer principalement sur le paiement du coupon. Dans le cas des reverse, le coupon est garanti. Dans le cas des Phoenix, le coupon sera distribué. Mais ça, si tu veux, ça sera plus vu comme des variantes de l'Athéna, par exemple. Ce qui va être très différent, ça sera plutôt les produits à capital garanti, où là, on aura une construction déjà qui sera assez différente des produits Athéna. Des produits qui seront parfois callable, donc rappelables, mais pas forcément en fonction des conditions de marché, mais plutôt à discrétion de l'émetteur. D'accord. Si on prend par exemple un exemple très simple d'un produit structuré à capital garanti émis par une banque, ça va payer quelque chose en ligne avec les obligations de la banque en question. Donc disons entre 3 et 5% pour un produit à capital garanti et émis par une banque à un horizon de 5 ans. Donc tu vas recevoir tous les ans ton coupon, ton produit sera à capital garanti. Par contre, ta maturité n'est pas garantie et tu n'as pas de pouvoir de décision sur ta maturité. Et le produit peut être rappelé par anticipation à discrétion de l'émetteur. Et quelles que soient les conditions de marché ? Quelles que soient les conditions de marché. Après, comme c'est généralement indexé aux obligations de l'émetteur, il y a une question de financement et si le refinancement est plus favorable, donc généralement dans des conditions de baisse de taux, il aura intérêt à rappeler ton coupon parce qu'il arrive à se financer moins cher sur le marché. D'accord. Ok, très clair. Et ça arrive fréquemment, enfin, je sais pas, après, toi, ton regard, j'imagine, ça dépend des contextes, mais tu conseilles de plutôt souscrire des produits qui peuvent être rappelés par l'émetteur ou c'est plutôt déconseillé ? Ça va dépendre du contexte. Dans une phase de taux anticipé comme étant stable ou voire légèrement haussier, l'émetteur a quand même peu d'intérêt à te rappeler ton produit. Donc là, tu peux considérer que la maturité cible sera ta maturité réelle. Ok. Et en tant qu'investisseur, on est content quand le produit est rappelé ou on n'est pas content ? Alors ça, c'est une très bonne question. Si on reprend l'exemple d'un produit Athéna, indexé sur le CAC 40, encore une fois, tu vas avoir plusieurs scénarios. Si tu rentres dans un contexte comme aujourd'hui, où les marchés sont globalement assez chers, au niveau global, même si au niveau sectoriel ou géographique ou en termes de capitalisation, tu as toujours des poches qui sont très intéressantes à aller travailler. C'est d'ailleurs ce qu'on va faire, on va en parler tout à l'heure. Nous, on a plutôt tendance à travailler des segments sectoriels ou géographiques qui présente toujours des opportunités, mais au niveau global, un indice peut présenter apparemment assez peu d'intérêt, puisqu'il est sur des niveaux historiques, potentiellement très cher en termes de valorisation. Et donc là, on peut se dire, aujourd'hui, si on prend l'exemple du S&P 500 qui est très cher, beaucoup plus cher que le CAC 40 en termes de valorisation, on parle de valorisation en PER, en price to earnings, c'est vraiment l'indicateur de cherté, pas uniquement le prix, mais est-ce que c'est cher, est-ce que les actions sont chères aujourd'hui ? On peut se dire, étant donné que l'indice est très cher, on anticipe qu'il va globalement assez peu progresser à long terme, que les perspectives de performance sont relativement faibles, ce qui peut être intéressant. C'est pas ce qu'on va recommander, mais ce qui peut être intéressant, ça peut être de faire un produit qui va durer 3-5 ans et qui va être rappelé si on anticipe une
très faible performance de l'indice. Et là, on peut aller chercher une performance de 8-10% sur un produit Athena qui sera rappelé dès lors que le sous-jacent, donc le S&P 500 par exemple, n'aura gagné que 1%. Et donc là, on peut générer une surperformance par rapport à un indice dans un contexte de très faible progression de l'indice. Donc là, effectivement, on peut être ravi que le produit soit rappelé ou qu'il continue. Et concrètement, qui paye cet écart? Enfin, je sais pas si ma question est claire, mais tu vois, si on dit tu as fait 1% et on rend 7%, qui est-ce qui a payé l'écart entre les deux? Alors, c'est une bonne question. Ce qu'il faut garder à l'esprit, il n'y a pas vraiment de perdant. C'est pas... La question inverse serait de dire la banque a intérêt que ça se passe pas dans le bon sens parce que sinon c'est la banque qui me paye. C'est un peu ta question sous-jacente. Alors c'est pas exactement comme ça que ça se passe. Derrière un produit structuré, tu as une combinaison d'options. Tes options, effectivement, elles vont être sur le marché et dépendre de conditions d'investissement et tes anticipations. Mais la banque qui va te vendre ou acheter une option en fonction de la construction de ton produit, en fait derrière, elle, son risque, il est nul, quel que soit le comportement de ton produit, parce que la banque, immédiatement, quand elle te vend un produit, elle va couvrir son risque en parallèle. D'accord, parce qu'elle s'assure? Elle se couvre. Elle se couvre, ok. C'est ça. Elle veut pas subir ce que tu évoques, le cas où ton indice progresse super bien et elle doit te payer un coupon qui lui coûterait de l'argent. Donc en fait, elle va immédiatement se couvrir. Finalement, c'est juste un risque de marché. Derrière un acheteur, tu as toujours un vendeur sur les marchés. Mais en tout cas, c'est pas du côté de la banque que ça se passe, parce que la banque, elle, est complètement couverte. Donc que ton produit se passe bien ou pas, elle est neutre, et la banque devient un constructeur et un fournisseur de briques, mais elle n'a pas pris de risque de marché au moment où elle a construit ton produit. Donc elle a plutôt intérêt à ce que ton produit se passe bien pour que tu aies plutôt intérêt à vouloir en refaire et qu'elle puisse reprendre des commissions de structuration et de vente de produits que l'inverse. J'ai une liste de petits termes. Ça répond à ta question ? Oui, je comprends quand c'est pas. Alors je sais pas, j'ai pas osé te demander, mais du coup, si c'est qu'est-ce qui assure la banque, enfin qu'est-ce qui couvre le risque de la banque ? Et c'est la banque qui se couvre directement en prenant des positions. Oui, c'est ça. Elle prend des positions. Ok. Il y a quelques termes, il y a beaucoup de termes techniques autour des produits structurés. Et d'anglicisme. Alors, je sais pas, tu vois, je sais qu'on parle par exemple parfois de produits single stock, on parle de produits worst of. Est-ce que, tu vois, tu peux nous expliquer un petit peu, parce que j'imagine des produits qui sont un peu spécifiques, quels avantages, pourquoi est-ce qu'ils existent et comment est-ce qu'ils fonctionnent? Oui, complètement. Alors tout à l'heure, on parlait des Athena. Donc si on reste sur notre exemple des Athena, qui est le produit phare, l'Athena va être indexé à un sous-jacent. Et là, ce que tu évoques des single stock, des worst of, etc., ça va être la composition de ce sous-jacent. Le sous-jacent peut être un panier d'indices, et dans ce panier d'indices-là, tu peux considérer soit que tu vas regarder la performance moyenne d'un indice, soit regarder la performance, dans le cas défavorable, du pire de ce panier. Et donc là, on tombe dans le cas du worst of. Donc dans le cas du worst of, t'es indexé à un panier de sous-jacents. Prenons un exemple sur l'automobile. Je vais regarder Renault et Peugeot dans mon panier d'indices. Généralement, sur un worst of, on va sur un petit peu plus de valeurs. On prend 3 et 5 valeurs dans un panier. Mais simplifions, prenons 2 valeurs. À maturité, au moment de la constatation, on va regarder l'évolution de mon panier, mais pas en moyenne, mais regarder la performance du pire des sous-jacents. Donc si mon panier en moyenne, disons Stellantis a fait moins 10, Renault a fait moins 30, donc mon panier est à moins 20, et si je suis en worst of, je vais regarder la performance du pire. Et donc là, la performance qui va compter pour la constatation à la fin, c'est moins 30. Et donc si j'ai un produit qui a une barrière à moins 20, je pense être protégé parce que mon panier a fait moins 20. En fait, je regarde la performance du pire des deux, worst of, et là je suis à moins 30. Et donc là je suis plus dans les clous, par exemple, si j'ai une barrière à moins 20. Mais quel intérêt pour un investisseur d'investir là-dedans du coup ? C'est plus risqué, ouais, okay. Donc tu as plus de rendement. D'accord, c'est qu'en fait tu vas avoir un coupon par exemple qui va être vachement plus... Ça va donner quoi comme taux par exemple souvent ? Et surtout de la corrélation au sein de ton panier. Mais c'est quoi un bon coupon, enfin un coupon boosté par exemple, ça va, je sais pas, c'est 20%, c'est 3%, non. Enfin tu vois, c'est quoi le... Alors, encore une fois, tout va vraiment dépendre des paramètres que tu dises, mais à paramètres constants, entre un panier d'actions observé en moyenne et un panier d'actions observé en worst of, tu peux gagner 2, 3, 4% quand même sur un coupon. Et dans toute ta carrière, c'est quoi le...
le plus gros rendement, le plus gros coupon que t'as vu passer en produit structuré? On a vu passer des trucs assez marrants, notamment sur des valeurs indexées aux cryptos comme Coinbase, MicroStrategy, etc. Autour des 2022-2023, quand il y avait une vraie hype avec beaucoup de volatilité sur ce segment, on a vu passer des produits à 20-25 de coupons. Mais ça c'est délirant. Enfin, ça, c'est un truc, vous voyez ça passer, vous vous dites c'est un truc de malade. C'est très élevé, ouais, effectivement. Après, bon, il n'y a pas de free lunch sur le marché, donc si c'est très élevé, c'est que le risque est très important aussi. Mais je considère quand même que le mec qui a structuré ça, il avait une grosse conviction sur ces valeurs-là. Oui. En tout cas, j'espère. J'espère pour ses clients. Ouais, c'est clair. C'est clair. Et puisqu'on parle de coupons, donc ce que ça peut rapporter, peut-être qu'on pourrait aussi se demander ce que ça coûte. Parce que je mets ça en perspective, je pense, tu vois, ce que peut être un coupon minimum. J'imagine qu'à un moment, il faut quand même que le client puisse entrer dans ses frais. En général, tu payes combien pour rentrer dans un produit structuré, et tu as du coup quel calcul que tu dois faire pour être sûr de ne pas perdre. Il y a effectivement ta performance. Est-ce que ta performance absorbe le coût d'entrée et ton coupon, et tu vois, comment est-ce que tu fais ce calcul? Alors, le coupon, quand il est communiqué, il est toujours net de frais. Net de frais de structuration et aussi net de frais du distributeur. Parce qu'en fait, tu vas avoir des différents intervenants qui vont se rémunérer à chaque étage de la fusée. Donc tu as le structureur qui va se rémunérer, mais en même temps, il construit une brique. Et donc c'est normal qu'il soit payé pour ce travail. Il va prendre combien, lui, à peu près, en général? Ça va être quelques BP par an. Alors BP, peut-être quelques points de base, quelques dixièmes de pourcentage. 0,1, 0,2, 0,3% par an. Ça va dépendre des produits en fonction de la complexité et des besoins de couverture de la banque, mais ça peut être quelques dixièmes de pourcentage jusqu'à quelques pourcents par an. Quelque chose de cher, par exemple, pour que nos éditeurs puissent avoir un ordre d'idée? C'est une très bonne question, mais... tu vois passer, tu dis, ouais, c'est quand même assez cher, ça. C'est quoi, c'est 1%? Oui, à 1% par an, c'est extrêmement cher. Ouais. Pour un produit long, ça veut dire que le structureur a pris 10% sur la structuration du produit, qui peut durer potentiellement 1 an. Ça peut être cher. Après, très honnêtement, il n'y a pas de vérité absolue. Ça peut être justifié pour un produit complexe. Donc ce qui va être important pour essayer d'évaluer les frais, c'est de mettre les différents émetteurs en compétition. Nous, ce qu'on va faire à chaque construction de produit, c'est qu'on va faire un appel d'offres, et donc tu vas évaluer la pertinence du pricing des différents émetteurs. Donc tu vas avoir une vingtaine de banques crédibles, donc avec une bonne qualité de crédit. On va voir que c'est très important, la qualité de crédit, parce qu'un produit structuré, en fait, c'est une obligation structurée. C'est une obligation complexe émise par la banque. Donc s'il y a un défaut de l'émetteur, il y a défaut du produit. Donc l'investisseur, même si c'est un produit théoriquement dit à capital protégé ou garanti, tu es quand même soumis à la garantie, à la notation de l'émetteur final. Donc c'est pas une garantie absolue, c'est une garantie de l'émetteur. S'il fait défaut, la garantie saute. Et donc on va privilégier des émetteurs très bien notés. On prend jamais d'émetteurs notés moins que A-. Globalement, c'est l'équivalent de la note de la France, qui est A+ aujourd'hui. Mais ça reste une très bonne note. Donc des émetteurs relativement solides en termes de qualité de crédit, ce qui peut nous permettre d'être confiants dans la capacité de l'émetteur à survivre jusqu'à la fin du produit, et qu'on n'ait pas de défaut qui soit subi pour l'investisseur. Et donc à un paramètre équivalent et à notation équivalente, on va juger le meilleur coupon. Et le meilleur coupon, naturellement, vu que les frais sont compris dans le coupon, ça sera la structuration la plus efficiente en termes de frais. Okay. Donc on va principalement le juger en relatif par rapport à ses compétiteurs. Donc tu as les frais du structureur, c'est ça? Tu vas avoir les frais du distributeur. Exactement, qui va être le conseiller en investissement, que ce soit un conseiller indépendant ou un réseau bancaire. Et ça, c'est quoi comme montant à peu près En termes de frais? Ouais. Là, il y a des pratiques qui sont très diverses. Si tu prends Ivesta, par exemple, où on a un family office où on se rémunère exclusivement sur des honoraires de conseil, on considère que ce service-là, de structuration, de génération d'idées et de construction du produit, est compris dans notre offre. Donc on va être à 0, on prendra aucune rémunération sur la structuration, sur la génération d'idées, sur les produits structurés. À l'exact opposé, tu vas avoir des distributeurs plutôt gourmands qui vont prendre entre 5 à 7% de frais.
Et entre les deux, tu vas avoir des distributeurs plutôt éthiques, je dirais, qui ont une rémunération plutôt très convenable, comme Sapiens, c'est le cas de Sapiens. On va être autour de 2% de rémunération, ce qui est une juste rémunération pour le travail de génération d'idées, de structuration, d'accompagnement, de commercialisation du produit, de suivi aussi, puisque finalement c'est beaucoup de temps passé pour le suivi, pour l'explication du produit auprès. Et ça, c'est des frais qui sont généralement prélevés, par exemple, ça va être 2% par an, ou c'est upfront une seule fois, et c'est une seule fois du coup, et tu payes l'équivalent d'une fois 2%, quoi. Exactement. Ok, et par contre, tes frais de structureur, ça va être tous les ans. Non, ils sont pricés, annualisés, mais c'est compris dans le produit aussi. D'accord, donc par exemple, tu as un produit qui va être pricé, on va te dire, c'est un produit qui va durer 5 ans, et on va prendre 1% par an, je sais n'importe quoi. Donc on va prendre l'équivalent de 5%. On va te prendre les 5% au début, en fait, dès le début. Je pense que c'est compris dans le prix, ouais, effectivement. Et si jamais t'es rappelé au bout de 2 ans, T'as on te payé- rend pas les 3%. Non, t'as tout payé. Ok, ok. Ah ouais, d'accord, ok, c'est important de savoir ça. Ok. Est-ce qu'il y avait d'autres donc inconvénients quand même, si je réfléchis un peu au point. Donc il y a quand même un vrai point de vigilance à avoir sur les frais quand on souscrit dans des produits structurés. Passer par un conseiller externe. C'est là où l'intérêt de passer par un conseiller externe est quand même très important, puisque justement nous on va être la vigie sur ce segment-là, et via notre travail d'appel d'offres qui nous permet de mettre en compétition toutes les contreparties, on va s'assurer des bonnes pratiques et aller vers l'acteur le mieux disant en termes de pricing. Et surtout, en fait, on a des outils qui nous permettent, nous, de faire des contre-pricing. Donc de s'assurer aussi que même le mieux-disant ne soit pas complètement déconnant dans son pricing. On a des outils en interne qui nous permettent de faire un contre-pricing et de s'assurer d'un pricing cohérent avec ce qu'on observe théoriquement. Ok, donc il y a quand même effectivement donc ce premier risque qui est de mal comprendre les frais pour un client. Il y a aussi le risque de complexité, enfin qu'on essaye de déconstruire un peu aujourd'hui, mais qui est en fait c'est un produit qui est quand même pas forcément simple à appréhender pour le commun des mortels, et de comprendre tous les réglages, ce que ça implique, c'est quand même pas simple. Est-ce qu'il y a d'autres risques? Il y a eu quand même des progrès assez nets là-dessus, et surtout la documentation qui est fournie au moment de la création, de la commercialisation d'un produit est assez claire, puisque généralement dans ce qu'on appelle les KID, les documents clés d'information, la réglementation impose qu'on communique sur les 3 scénarios clés, le scénario favorable, le scénario défavorable et le scénario médian. Donc généralement un client va quand même plutôt bien se retrouver en fonction des différents scénarios, mais du coup il faut les comprendre. Ils sont expliqués, mais il faut les comprendre, et ça demande en tout cas du temps, d'accorder du temps à essayer de décrypter les différents scénarios et comprendre surtout les scénarios défavorables qui pourraient nous impacter si notre thèse d'investissement ne se passe pas comme prévu. T'as un risque en cas de, je sais pas si la banque émettrice fait faillite, ou est-ce que tu portes ce risque? Ouais, d'accord. Et ça, en tant qu'investisseur, tu le portes. Si la banque fait défaut, et donc la banque, c'est le structureur. C'est ça, c'est l'émetteur. C'est l'émetteur, ok. Ok. Et donc tu as un risque de défaut qui est existant. C'est pour ça qu'on passe par des banques émettrices très bien notées pour réduire au maximum ce risque de défaut. D'accord, attends, et j'insiste sur ce point, mais je t'ai dit structureur, tu m'as dit c'est l'émetteur. Est-ce que l'émetteur et le structureur sont toujours les mêmes, ou c'est Je pense, ouais. D'accord. T'as pas des entreprises spécialisées dans la structuration qui font que la structuration, mais Non. qui vont derrière passer par des banques? Je pense pas. Tu peux peut-être avoir des structureurs qui ne seraient pas vraiment des structureurs, mais plutôt qui vont réfléchir à l'idée, mais elle sera émise par la banque, il sera structuré par la banque émettrice. Très clair. Et j'avais envie de te poser la question, alors c'est peut-être moins ton domaine, mais bon, t'as sûrement des éléments. Qu'est-ce que ça représente en général un produit structuré dans une allocation globale? Je pense notamment à nos clients, on traite plein de sujets d'investissement différents. Parce que présenté comme tu le présentes, effectivement, c'est un produit qui a quand même des potentiels de rendement élevés, qui est plutôt facile à gérer, qui peut être assez diversifié au final, parce que tu peux mettre plein de choses différentes, tu peux même mettre de la crypto, voilà. Est-ce que tu peux faire 100% de ton patrimoine dessus? Est-ce que c'est impossible parce que tu as des histoires de temporalité, c'est une galère? Est-ce que d'ailleurs, t'es toujours appelé à 100% au début?
Enfin, tu vois, comment est-ce que tu t'organises un peu ça C'est une très bonne question. Il y a des pratiques très différentes sur le marché. C'est vrai que pour certains acteurs, ça va être une vraie brique cœur d'une allocation, plusieurs dizaines de pourcents alloués aux produits structurés. Pour nous, ça sera un peu différent. Nous, on va considérer le produit structuré comme une brique tactique qui va nous permettre de dégainer pas mal, enfin de structurer une idée et de pouvoir jouer une thèse d'investissement avec un filet de sécurité. Notamment dans des périodes stressées ou quand certains segments de marché présentent des opportunités, mais pour lesquels le risque peut être relativement élevé. On va préférer jouer ces segments-là via des produits structurés. Oui, plutôt que d'acheter les actions en disant il y a un truc à faire. C'est ça. Ouais, okay. Donc, on peut le jouer comme ça. Pour nous, c'est surtout une brique tactique. Sur le long terme, on préfère une exposition vanille aux actions, puisqu'en fait, tu l'as compris, un produit structuré dans la catégorie des produits de coupons, tu as un rendement qui est capé. Donc on évoquait 5-8% annualisés, ça c'est quand ça se passe bien. Quand tu regardes sur les 10 dernières années, le MSCI World, c'est quasiment 13% par an. Donc en fait, si tu avais fait que des produits structurés, même si ça payait 5-8% ces dernières années, tu aurais quand même sous-performé par rapport aux actions mondiales, parce qu'en fait, tu as une performance qui est capée, et donc pour nous, ça ne peut pas correspondre à une brique cœur du fait de ce cap de performance. On préfère profiter sur le long terme du potentiel quasiment illimité des marchés actions et continuer de suivre, d'accompagner la tendance croissante sur les marchés actions qui est liée à la croissance mondiale. Mais vraiment garder ça comme une brique tactique, et non pas une brique cœur. Et donc, ouais, je comprends bien. Donc, par exemple, est-ce que toi, tu recommanderais tu vois, je donne un exemple un peu basique, mais c'est pour que ma question soit claire. Quelqu'un qui serait hyper exposé au CAC 40 parce qu'il a mis tout son patrimoine dans un ETF CAC 40. Ça serait pas très pertinent pour lui de faire en plus des produits structurés CAC 40. Ça n'aurait aucun sens de faire ça. Il vaudrait mieux qu'il se dise, du coup, je vais faire du produit structuré sur le Nasdaq. Enfin, un truc qui a rien à voir. Faut essayer d'éviter quand même si c'est tactique, en plus d'un truc corps, faut quand même faire attention à ce que tu as mis dans ton corps pour être forcément complémentaire dans la manière dont tu fais des produits structurés. Tu vas avoir un rendement qui sera différent, parce qu'il est construit différemment, mais ton sous-jacent sera le même. Donc en fait, tu vas avoir une corrélation assez forte entre le comportement de l'essentiel de ton patrimoine, qu'est le CAC 40, et le comportement de ton produit. Oui, donc a priori, si les choses se passent mal pour le CAC 40, tu seras mal différemment, mais tu seras mal quand même partout, quoi. Ça pourra pas rattraper. Tu auras un filet de sécurité supplémentaire, mais qui peut être cassé. Donc non, l'idée c'est plutôt d'utiliser ça comme une brique de décorrélation et tactique. En tout cas, c'est comme ça qu'on le joue, et aussi pour une raison simple, c'est que pour nous, ça fait pas partie du cœur business, du business model. Pour beaucoup d'acteurs, étant donné que c'est quand même des produits qui sont souvent bien margés, très rentables, beaucoup les insèrent comme étant des produits cœur allocation, enfin d'allocation cœur, pour booster la rentabilité. Pour nous, c'est pas du tout comme ça qu'on le voit, et c'est justement par notre business model, que ce soit chez Sapiens ou Ivesta, qu'on peut utiliser les produits structurés là où ils sont, à notre sens, les plus pertinents, à savoir sur la construction d'un scénario asymétrique. Ok, très clair. J'ai une dernière question à te poser, parce que je vois qu'on est resté longtemps sur ce sujet, mais c'est passionnant, et je pense qu'il y a encore plein de choses. Et d'ailleurs, j'en profite, mais je sais qu'il y a pas mal de gens qui nous écoutent, et je pense que ça peut être un peu frustrant de pas avoir tous les éléments, donc on peut toujours quand même prendre rendez-vous avec des experts chez Sapiens pour poser des questions sur un produit structuré. On a aussi la documentation, des articles sur notre blog qui parlent de ça, donc n'hésitez pas à creuser le sujet. On a plein de ressources pour vous. Et on peut imaginer d'ailleurs de faire un épisode 2 sur la thématique si vous trouvez qu'il y a des points qui mériteraient d'être éclairés. Mais avant de terminer le sujet, je voulais quand même dire, donc, si j'ai bien compris, le produit structuré, en fait, à la question est-ce que c'est une arnaque ou une martingale, on va se dire ça dépend, parce qu'en fait un produit structuré ça veut rien dire si on sait pas ce qu'il y a derrière. Et si les personnes qui nous écoutent devaient retenir peut-être, je sais pas, 3 points, vraiment un peu de récap, des trucs qu'il faut absolument regarder avant de se dire est-ce que c'est un bon plan ou non, ce produit structuré que mon banquier me propose, que tel pote me vante. C'est quoi, toi, tu dis les trois points clés? D'abord, est-ce que je le comprends? Est-ce que je comprends les différents scénarios qui sont décrits? Est-ce que je comprends ce qui se passe dans un cas très défavorable? Et si je les comprends pas, je fais quoi? Je demande à la personne de m'expliquer? Il y a des endroits où je peux me documenter? Si tu comprends pas, c'est pas bon signe.
Après, tu peux ne pas comprendre parce que Ouais. parce que tu captes pas les sujets financiers. Effectivement, mais globalement... Toi, oui, si tu comprends pas, c'est pas bon signe. Moi, ça peut arriver. Non, mais globalement, un produit structuré doit rester relativement simple. C'est une classe d'actifs qui est complexe, mais qui est là pour répondre à un cahier des charges relativement simple. On l'évoquait tout à l'heure, le cas du CAC 40 et de l'Athéna. Si je te dis que si ça perd plus de 40%, tu perds de l'argent, c'est assez simple en vérité. Si ça commence à être trop complexe et il y a beaucoup trop de gimmicks et de prudence. Ok, c'est intéressant ce que tu dis. Je me permets de le répéter parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui disent les produits structurés, c'est compliqué. Donc c'est normal que je comprenne pas. Alors qu'en fait, je pense qu'il faut bien retenir, se dire en fait, c'est compliqué pris dans son ensemble parce qu'il existe une multitude d'opportunités, mais individuellement, un produit structuré qu'on me propose peut être simple et doit être simple. Complètement. Donc le comprendre et surtout bien connaître le sous-jacent, donc l'indice sur lequel, ou le panier d'action, ou le titre sur lequel mon produit structuré va être indexé. Donc quels vont être les moteurs de performance de mon produit. Peut-être un autre élément très important, c'est qui est la banque émettrice. On a évoqué tout à l'heure le risque de défaut. Donc ça peut être très important de bien comprendre, et surtout quand on va comparer des produits, bien garder en tête que les banques émettrices doivent être comparables, sinon le coupon va être très différent parce que le risque sera différent. Et il y a des classements, il y a des endroits où c'est ChatGPT qui nous dit est-ce que cette banque est fiable ou non. Il y a des notations. Il y a des notations. Les banques sont notées par les agences on va de pas en notation dessous de classiques. quoi, faut pas aller en Alors dessous. nous, on va jamais en dessous de A-. Ouais, ça c'est vous, mais tu considères que faut pas que les gens aillent en dessous Je de pense qu'il faut ouais. suivre cette pratique. Globalement, jamais une notation inférieure à triple B-, donc pour rester dans la catégorie qu'on va appeler investment grade, mais plutôt favoriser le très haut de l'investment grade pour limiter le risque. Voilà, et ensuite checker les frais, évidemment, les frais qui doivent être obligatoirement communiqués par le distributeur, et s'assurer d'une cohérence des frais avec le travail fourni. Donc, comme on le disait, des frais autour de 2% ou inférieurs sont une bonne pratique. On a souvent vu des produits traités à 5-7% de frais. Là, ça commence à être un peu douloureux, et surtout ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les frais qui sont pris, ils sont pas rendus à l'investisseur. Donc rémunérer un travail de structuration, de génération d'idées, etc., ok, mais dans des bonnes proportions. D'accord, oui, bien sûr, évidemment. D'autant qu'en plus, si le produit fonctionne mal, on aura quand même payé les frais. Exactement. Donc, ça sûr. peut vraiment être une perte sèche, en fait, si c'est mal. Ce qui est cohérent, parce que le gros du travail se fait en amont, sur la génération d'idées, la structuration, l'appel d'offres, etc. Donc c'est normal que la rémunération soit faite en amont, mais effectivement, ils sont payés quoi qu'il. Oui, parce que je trouve que parfois il y a des distributeurs qui peuvent dire ça en disant oui on est cher, mais c'est parce qu'on va faire une grosse performance, donc en fait ça sera absorbé. En fait la réalité c'est que c'est pas forcément juste, faut quand même bien le rappeler. Enfin, c'est pas forcément couvert par la garantie. Ok, parce que comme on l'a dit c'est pas toujours garanti. C'est pas toujours garanti, effectivement. C'est ça. Super, merci beaucoup Nour pour ces éclairages. J'espère que ça vous a plu et que vous avez mieux compris ce que pouvaient être des produits structurés. Et puis on se retrouve très vite pour un prochain épisode. Au revoir. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre Just Focus et je vous en remercie. Une dernière chose avant de partir, si jamais cet épisode vous a plu, pensez à mettre un like. Vous pouvez aussi faire vos retours en commentaire, je serai ravie de les lire. Et enfin, pensez à le partager autour de vous et à vous abonner pour ne pas louper les prochains épisodes. À très vite.